Jean-Philippe Domecq. Je suis là uniquement en tant que romancier, donc je n'ai pas votre compétence, mais je viens au fond pour vous soumettre des matériaux et non pas pour délivrer de l'analyse. Mais justement, je suis très curieux de ce que vous pouvez lire, de ce que je peux vous soumettre. Je commence d'ailleurs par des choses qui m'ont frappé dans votre propos, Arlette Pelé, à propos de la prise de risque, la mort dans la vie. C'est une chose dont on a fugacement parlé, Isabelle, une fois. C'est un matériau collectif que je voudrais vous soumettre. C'est à propos du sport le plus médiatisé en dehors des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde de football, c'est-à-dire le sport automobile dans sa version la plus extrême, c'est-à-dire la Formule 1. Il faut savoir quand même qu'au Grand Prix de Monaco, par exemple, il y a environ, d'après la médiamétrie, 1,8 milliard de téléspectateurs. Et les épreuves ont lieu tous les 15 jours, donc ils ont un certain mérite à arriver à ce niveau, alors que la Coupe du Monde du football, les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Bon, il faut s'interroger quand même là-dessus. Et dans ce que vous évoquiez, les choses m'ont frappé parce que cette pratique de l'extrême a été peu explorée, pas par la psychanalyse d'ailleurs. Elle n'a pas été explorée sur le plan littéraire. Bon, moi je m'y suis colté. Auparavant, Hemingway avait tenté de le faire, mais il l'a rabattu sur la tauromachie, ce qui est une grosse erreur, et je pense que là on arrive à quelque chose de précis par rapport à ce que vous disiez. C'est pas du tout la mise à mort qui est attendue par le public. Oui. Et qui est joué par ces jeunes gens, c'est le passage à la limite, tel que je l'ai analysé dans un texte que j'avais fait paraître dans la revue Le Débat, c'est plutôt le passage à la limite. C'est là qu'on retrouve peut-être votre analyse, hein, j'y vais de façon à la Huron par rapport à la psychanalyse, c'est-à-dire que ce passage à la limite fait le plaisir du pilote évidemment, mais du spectateur aussi, du spécialiste également, mais on sent bien que c'est un passage à la limite et que ça se joue à très très peu, c'est-à-dire que c'est au millième de seconde. À ce moment-là, il peut y avoir un accident et des choses horribles. Et revenons à la dernière grande mort qu'il y a eu dans ce sport, la mort d'Ayrton Senna, qui a été le deuil le plus célébré de l'humanité. Alors, si Kennedy était mort en 1994 comme lui, on aurait eu autant de médiamétrie, si vous voulez, mais il y a eu au total, en conjuguant sur plusieurs jours, 8 milliards de téléspectateurs touchés. Or, il y a un document qui m'a frappé et que j'aimerais bien vous retrouver pour vous le soumettre par rapport à votre exposé dans un tout autre domaine. Un jour, Ayrton Senna a fini par remporter le Grand Prix du Brésil. Il était originaire du Brésil et il ne l'avait jamais remporté, donc ça a été une situation paroxystique, hein, de délire dans le public. Mais il l'a remporté dans des conditions extrêmement difficiles, parce qu'il était en tête très largement, et puis tout d'un coup, il y a 2 vitesses sur 6 qui sautent. Donc il n'avait plus que 4 vitesses, et l'autre qui l'a rattrapé, etc. Bon. Et il va finir par gagner, mais il se passe une chose étrange, qui va complètement dans le sens de ce que vous proposiez. Dans le dernier tour, le directeur de l'écurie McLaren a fait le coup de transmettre ce qui se passait entre le casque et le stand aux télévisions du monde entier. Et on a entendu, pendant un tour, c'est-à-dire 1 minute 13 secondes à peu près, on a entendu un glapissement que je ne vais pas reproduire, mais qui est très exactement entre torture et jouissance. Et c'était Senna qui était là, qu'on a eu beaucoup de mal à sortir parce qu'il avait le bras crispé sur le volant, sur le levier de vitesse. Et on l'a interrogé après, il était dans une attitude assez comme une extase mystique. Hein. Enfin, l'extase sportive rejoint l'extase mystique, hein. C'est clair dans ce cas-là, vous n'avez qu'à voir les documents de ce que je vous raconte. Et on lui demande ce qui s'est passé, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a hurlé pendant... Et là, on voit le blanc des yeux, comme ça, une salle de presse avec la foule qui délire, et il dit j'ai hurlé, et là ça m'a frappé, j'ai crié de torture et de jouissance, de plaisir et de douleur, de joie et d'angoisse. Bref, tout ce que la vie humaine peut apporter, je l'ai vécu en un tour, and we shall try to keep on. Et on va essayer de continuer. Document, vous voyez, le frottement, jouissance, passage à la limite, et c'est en même temps, vous parliez du scénarisé, là c'est ritualisé, puisque c'est collectif, c'est pour ça que j'ai insisté sur la médiamétrie, vous voyez, le nombre de gens qui regardent cela, je crois que la société joue quelque chose, là, en circuit fermé en plus, vous voyez, c'est parfait comme clôture du scénario. Très bien. Bon, ça c'est un bon exemple à verser. Oui, je pense que c'est quelque chose qui... Merci. Bon, alors pour ma part... Au passage, je dis que Jean-Philippe Domecq a écrit un livre fort passionnant qui s'appelle « Ce que nous apprend la vitesse ». Ce que nous dit la vitesse. Ce que nous dit, pardon, la vitesse, et comment on est à la ralenti.
J'ai trouvé ça sympa. Voilà. Bien. Alors, oui, donc, Isabelle, vous m'aviez demandé de venir par rapport à la question de l'expression, l'expression de la sexualité en littérature. C'est une question que... Alors, c'est à partir... Je pars d'un roman, mais je ne suis pas là pour parler de... Enfin, pour faire vendre mes romans. Sachez simplement qu'il y a des exemplaires qui sont là parce que... Non, parce que je ne vais pas lire d'extrait. Je comprends. Je ne vais pas lire d'extrait. L'éditeur m'a demandé d'en déposer là. Donc le livre s'intitule Silence d'un amour et ça dit déjà quelque chose de l'enjeu. C'est un livre que je voulais écrire depuis longtemps en fonction de la littérature psychologique à la française et de la littérature psychologique mondiale, mais enfin française particulièrement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque étape du roman, on va dire depuis La Princesse de Clèves, on fait des conquêtes d'expression de la psyché par rapport à l'expression de l'amour. Mais une chose qui est tout de même frappante, c'est que, toujours pour des raisons historiques, des raisons d'évolution des mentalités, l'exploration psychologique, la mise en œuvre de la littérature par rapport à cela, s'arrête, si je puis dire, à la chambre à coucher, pour des raisons historiques. Alors, pendant ce temps-là, au cinéma, on parlait du Dernier Tango à Paris, qui est une grande étape, à mon avis, dans l'expression artistique du désir. Bon, le cinéma a pu plus s'y avancer. Or, quand même, après la révolution freudienne, on pouvait s'attendre à ce que les choses soient approchées plus directement. Et c'est là que le problème se pose directement, c'est-à-dire comment. Bon. Je terminerai juste ce rappel historique de la littérature française en mentionnant une phrase de Stendhal dans Le Rouge et le Noir, qui est, à mon avis, peut-être la phrase la plus voluptueuse du monde, et en même temps qui ne dit rien. C'est après la première étreinte entre Julien Sorel et Madame de Rênal. Le chapitre se termine ainsi. Quelques heures plus tard, lorsque Julien quitta la chambre de Madame de Rênal, on eût pu dire, virgule, en style de roman, virgule, qu'il n'avait plus rien à désirer. Bon, alors moi je me suis toujours dit, qu'il n'avait plus rien à désirer, ce serait quand même intéressant de savoir ce qui s'est passé. Ce n'est tout de même pas rien. Bon. Et le problème, vous le voyez tout de suite, c'est que vouloir essayer de le dire, on est tout de suite confronté à soit la littérature érotique, or c'est pas le propos, il s'agit de dire comme on l'a intitulé, la poétique de la crudité amoureuse, mais amoureuse. Donc on n'est pas dans le roman érotique, on ne peut pas être dans le roman érotique, on ne peut pas non plus être dans le roman pornographique strictement, même s'il y a, il faut le dire, la pornographie de la passion amoureuse. Donc c'est un véritable enjeu d'expression, un enjeu littéraire, qui à mon avis n'a pas été vraiment encore regardé en face. Parce que si on tombe dans le roman érotique, à ce moment-là, on passe à côté complètement de cette sexualité-là, puisque l'une des caractéristiques de la sexualité, c'est qu'elle fait une irruption, on va dire, onirique dans le quotidien. Alors que dans le roman érotique, bon, on est dans le roman érotique, c'est pour ça que c'est d'ailleurs ennuyeux. Bon. Ensuite, en ce qui concerne le roman, la pornographie, effectivement, comment arriver à décrire la crudité passionnelle, mais en même temps sans être uniquement dans la pornographie. Donc là, il y a eu un véritable problème d'expression, et je me suis dit qu'il fallait que je construise une intrigue qui amène à ce langage. C'est la question du cadre que vous avez abordé d'ailleurs les uns et les autres dans vos exposés. Et en vous écoutant, j'ai un peu pris conscience de certaines choses que j'avais mises en place. Le cadre, là, c'est que j'ai constitué un personnage masculin qui se tait. Ça venait d'un roman antérieur qui a décidé de se taire pour sortir du jeu de la vie, qui donc est dans un centre de soins psychiatriques plus ou moins, de repos, disons, où il se tait depuis 1 an, il est sorti du circuit de la vie, et il se tait, c'est-à-dire qu'il ne demande même pas, et puis avoir un verre de café, etc. C'est vraiment, il se tait complètement. Une expérience qu'on peut faire les uns et les autres, ce qui n'est pas inintéressant. Se taire pendant 3 jours, ça change beaucoup de choses. Bien. Il se tait parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est sa condition de survie. Bref, il assiste à la vie comme depuis une terrasse. Ça se passe en montagne, et manque de chance, si je puis dire, au cours d'une promenade en montagne, comme il en fait régulièrement, il est capté par l'éclat d'une chevelure, il y a une femme parmi d'autres, une jeune femme, etc. Bref.
Et il voit qu'elle est dans un chalet, elle tient un chalet avec un homme, apparemment, elle est jeune, une trentaine d'années. Et finalement, il la retrouve par hasard, hein, en montagne, et il va venir régulièrement à cette terrasse de chalet, comme il y en a en haute montagne, demander un verre, par écrit. Et c'est comme ça que j'ai constitué un cadre, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre communication possible pour lui. En tout cas, ça ne peut absolument pas passer par les mots. Donc il vient régulièrement. Et cette jeune femme, qui n'en a rien à faire, finit quand même par être intriguée. Et le cadre en question, c'est que, au fond, il lui offre une liberté. Parce que le jeune homme avec lequel elle vit, l'autre a observé que, le narrateur a observé qu'il part de temps en temps pour affaires. Et donc, il lui offre une liberté parce que, au fond, il ne fait qu'offrir ses services, muettement. Et ces services, c'est par un seul langage possible, c'est le langage des corps. Ce qui fait qu'à un moment, elle va évidemment le faire rentrer dans le chalet pour se laisser tenter, etc. Et la chose va ainsi se développer. J'ai précisé d'ailleurs, je ne sais pas qu'en penser, mais vous, à mon avis, vous en saurez mieux que moi, la première étreinte, il ne la pénètre pas. Je ne sais pas ce que j'ai voulu signifier par là, mais enfin, il s'est mis à son service, il offre ses services. Après, évidemment, il va y avoir plusieurs promenades, tout ça en silence, et ensuite un enfermement dans un chalet. Et là, j'ai tenté le coup de décrire vraiment ce que c'est que 15 jours de deux êtres qui ne se parlent pas, autrement que par le corps. Et une chose m'a frappé dans l'écriture, c'est que pour arriver à dire cette crudité passionnelle, à l'intérieur de la phrase, le tiret et la parenthèse me sont venus très souvent spontanément. J'en ai tiré la conclusion que l'essentiel dans la vie se passe dans les parenthèses. Je ne sais pas ce que vous, avec votre compétence, vous en tirerez, mais à mon avis, vous en tirerez beaucoup. C'est, à mon avis, peut-être une des façons que j'ai eues littérairement, par le langage, d'arriver à dire la chose au plus près, c'est-à-dire au niveau du tempo, au niveau du rythme, au niveau du souffle. Car je précise que ce qui est décrit par ailleurs, c'est pour ça que je ne peux pas le dire d'ailleurs, mais enfin, ce qui est décrit n'a rien d'extrême. Voilà. Ils se font des choses tout à fait, si je puis dire, classiques. Une autre chose qui m'est apparue, c'est que vous disiez, Isabelle, que l'érotisme urbain est relevé de l'oxymore. Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est le contraire. L'érotisme campagnard, il n'y a pas grande alerte érotique. Mais je reprends d'ailleurs l'expression alerte érotique, d'un coup ça me revient, c'est Barthes, lorsqu'ils étaient allés, les maoïstes qui étaient Solers, etc. Quand vous avez cité Solers, moi Solers j'ai quand même très mauvais souvenir, et pas grande opinion de cet imposteur, mais enfin quand il fut maoïste, parce qu'il le fut quand même, il ne faut quand même pas se le cacher, ils étaient allés en Chine, lui, un certain nombre d'autres, dont Barthes, et Barthes le seul avait eu l'honnêteté de dire timidement ça. C'est étrange, parce qu'ils encensaient tous le régime à l'époque, c'est étrange, mais je n'ai pas senti d'alerte érotique. Façon de faire tomber le régime maoïste par le bon bout, si je puis dire. Bien. Ça, c'est l'écrivain, qui n'osait pas dire, mais qui quand même a remarqué ça. Et, voilà. Bien. Donc, ce que j'ai constaté... à la campagne ou dans des conditions urbaines? Oui. Je me le demande. D'accord. Mais c'est autre chose. Non, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai quand même situé, vous avez remarqué, le texte, non pas en ville, mais à la montagne, et comme ils ne se disent rien, la façon de regarder rentre dans la relation sexuelle entre eux, et je me demande si dans mon texte, dans ce roman, la partition sexuelle ne se joue pas encore plus dans la contemplation des paysages, dans le rapport au paysage, que lorsque je m'essaye à décrire la chose, si je puis dire. Voilà, écoutez, je ne vais pas être trop long parce que je ne veux pas abuser de votre temps, mais après je peux répondre à vos questions. Quoi. Mais ce que tu... Enfin, c'est étonnant que tu aies parlé du dernier tango tout à l'heure, parce que, comment dire, bon, il y a des mots dans la scène du dernier tango. Ils se disent des choses, ils se disent peu de choses, mais ils se disent des choses. Mais je pense que quand même,
Brando est un taiseux aussi. C'est-à-dire qu'il est vraiment... D'ailleurs, le personnage masculin taiseux, c'est presque un pléonasme, je dirais. Bon. C'est de l'humour. Mais disons... non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, ce que j'aimerais bien que si tu pouvais oui. repenser à ce que tu remarquais sur cette scénographie dont tu disais que tu l'avais entendu tout à l'heure, et que tu avais remarqué peut-être quelque chose de ta façon d'en avoir fait une toi-même, c'est-à-dire avec un cadre, un ordre, quelque chose. Tu peux préciser cela un peu plus? Oui, évidemment, parce qu'il y a toute une intrigue. D'ailleurs, l'intrigue, c'est, là aussi, je n'ai pas fait exprès, mais ça commence mal et ça finit bien. C'est une tentative risquée aussi, ça m'intéressait sur le plan littéraire, un roman qui finit bien. Alors, il finit bien, il va finir par parler. Alors vous allez me dire qu'est-ce qui va se passer après ce roman, parce que là du coup ça change toute la relation. Mais par contre pour ce qui est de ta question, pour ce qui est du cadre, ce qui m'a intéressé par rapport à ce que vous disiez, pour ça que j'ai pointé la chose, et tu as raison de le soulever, c'est que il offre un espace de liberté, parce que cette femme se laisse tenter par cet homme qui est plus âgé qu'elle en plus. Donc, vraiment, elle n'est pas attirée a priori, quoi. Mais il y a véritablement ce qui l'attend, c'est, tel que j'ai senti dans le texte et tel que j'ai cadré, c'est un espace de liberté qu'il lui offre, par son silence à lui, par le fait qu'il n'y aura pas de mots. Pas seulement parce qu'il n'y aura pas d'après ou qu'il n'y aura pas de racontard, non, mais à l'intérieur même, c'est-à-dire c'est ça qui l'attire. Au fond, elle est séduite par le silence. C'est ça voilà, pour te répondre. Et il joue, il va jusqu'au bout. Alors, il ne dit rien. Il est là, il revient tous les jours, il lui demande son verre de bière ou je ne sais plus quoi. Hop, et c'est tout, mais il ne s'est pas écrit. Donc il revient, il est là. Donc c'est quand même un cadre. Lui, il est malheureux de venir parce qu'il sent bien qu'il est en train de se raccrocher à la vie. Or, il est en dépression. Là, j'emploie un mot, excusez-moi, vraiment de huron par rapport à vous, mais enfin, il ne peut plus jouer le jeu, quoi. Enfin, il ne peut plus jouer le jeu de la vie. Il est en retrait de la vie. Un peu comme les personnages conradiens, d'ailleurs. Les personnages coraniens par rapport aux femmes sont des personnages qui sont très passifs, qui sont d'ailleurs dans Victory, ça se termine mal, c'est la seule histoire de couple qu'il a su mener jusqu'au bout, Conrad, et ça se termine mal parce que l'homme ne sait pas protéger la jeune femme, il ne sait pas la protéger parce qu'il ne sait pas lui parler. Il est séduit, il l'aime, mais il est passif d'une certaine façon, et ça va être un drame par rapport à ça. Bon ben là, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à jouer le jeu de la vie, qui est au bord, qui est vraiment là aussi au bord de dans un no man's land, dans un no life land, et simplement il est raccroché, et il en est d'ailleurs le premier meurtri. Il est raccroché à la vie par la séduction qu'elle exerce sur lui, malgré lui. Mais quand même il y va de façon, j'insiste, sourde. Il y va, il est là, je suis là. C'est tout ce qu'il sait dire. Je suis là, je reviens. Et il part à la fin. À la fin, il parle. Oui. Ouais. C'est cet amour qui est bien sûr. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se... oui, c'est ça. Ah oui. C'est la subjectivité qui offre à cette femme, parce qu'elle peut exister. Elle a de la place, elle a de l'espace. Parce que c'est un fantasme, et même... Enfin, je connaissais quelqu'un qui venait me voir, une femme qui allait devant l'école des sourds à Paris pour séduire des garçons qui diraient jamais rien, mais c'était pas parce qu'ils diraient jamais rien, c'était cette disponibilité certainement quelque part. C'est un fantasme érotique féminin très fort. Ah bon, ben là, vous voyez, je m'apprenais quelque chose. Moi, je l'ai fait au jugé, comme ça, à l'intuition. Peut-être d'un homme qui ne va pas lui dire ce qu'il faut qu'elle soit, qui saura plus qu'est le féminin. Je n'en sais rien, c'est des suppositions. Mais il y a une possibilité qui est donnée à cette femme, peut-être. Oui, ça fait attrait, mais le silence est un facteur attractif, en effet, du côté féminin, jusqu'à un certain point. Mais, parce qu'après, on veut que ça parle quand même. Mais bon, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est intéressant. D'ailleurs, le passage à la demande de parole est intéressant parce que dans la rencontre, ça peut être. C'est-à-dire que l'avant, comment dire, parce que dans ce silence, finalement, on pourrait se demander, c'est pour ça que je pensais au dernier tango, si le silence n'est pas l'équivalent de l'anonymat.
d'une certaine manière. Oui, oui, c'est vrai C'est-à-dire ça. que dans cet espace qui est donné de silence, il y a un trou. C'est-à-dire que c'est comme si finalement il y avait un cadeau, enfin, c'était l'offre d'un silence, donc d'un espace non colonisé par le langage, et qui donc fait ouverture, comment dire, fait point d'arrêt ou point de, comment dire, de hors-sens presque. Et que du coup c'est à partir de ce point de hors-sens, donc de remise à zéro, que l'homme, enfin j'ai envie de dire, peut se raccrocher, enfin, comment dire, à un étayage qui est du côté du corps. C'est-à-dire, finalement, c'est ce que tu en parlais, du côté de l'éveil, parce que c'est une mort, enfin, symboliquement, quand il n'y a pas de langage, il y a quelque chose qui il y a une déflation du symbolique. Non, mais il n'y a pas de nom. Voilà, c'est ça. Et que du coup, il y a l'anonymat, et du coup, il y a une possibilité de remettre le corps au premier plan, hein, comme tu disais, donc de réveiller le sens, enfin le corps, voilà. C'est comme une aphasie, parce que tu vois, ça me faisait penser à Belle de Jour, qui est malade, enfin tu vois, qui tout d'un coup sort du son, une espèce de moment où elle tombe, hein, voilà. Elle est réveillée par le bout des sens, d'accord, par le bout des sens. Parce que pour moi, c'est une scène aphasique que tu décris presque, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a sans mots, sans nom, et une sorte de... Finalement, il est au bout du rouleau, lui. Oui, mais il devient pour elle le dénominateur commun des hommes, voilà. Des filles. Les mecs, bon bah lui, il est le mec absolu, il est le grand neutre. Mais voilà, le grand neutre, c'est marrant. C'est ça qui l'intéresse. Du coup, c'est elle qui le fait lever de la table. C'est aussi tous les possibles. Mais oui, exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle lui fait comprendre qu'elle le prend par la main, elle l'emmène dans le chalet. Elle ne va pas le laisser tout le temps à la table de la terrasse, si vous voulez. Ça se passe comme ça. C'est de l'imaginaire. Qui se remet là. Mais ce qui m'étonne, alors, c'est comment, parce que qui se taise lui, mais alors la femme, elle tient 15 jours sans dire un mot. Non, de temps en temps, elle parle, mais lui, elle le cherche. Et d'ailleurs, quand est-ce qu'il va, maintenant ça me revient, quand est-ce qu'il va ouvrir le bec, c'est qu'à un moment, elle lui dit, comme ça, elle dit, parce que c'est une jeune femme, j'ai fait exprès de faire un décalage en plus, lui, on sent que c'est un type qui a dû avoir des lettres, si je puis dire, enfin, et elle est plutôt dans la musique pop, etc., bref. Et elle lui dit à un moment, comme ça, elle sort une phrase en anglais, I'm greedy, je suis gourmande. Et là, il parle, c'est une vertu. Il dit... Ouais. C'est là que ça commence. Oui, mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il le dit justement sur la gourmandise, qui est un désir de vivre. Mais oui, bien sûr, mais tout à fait. C'est quand même, pour quelqu'un qui n'avait plus de désir, reparler sur l'expression même du désir. Voilà. Ça me revient, c'est venu de là, quoi. Donc, c'est quand même assez énorme. Oui, c'est la mer, exactement. C'est ce que je pensais. C'est là ? Si, c'est la mer. Ah oui ? C'est la mer, bien sûr. Pourquoi ? Bien sûr, greedy, c'est la paix, c'est leur réalité qui est convoquée là. Oui, c'est leur réalité. Ça se remet de ce côté-là, absolument. Oui. Absolument, oui. Et alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est que si on va juste un peu plus loin, c'est que le greedy vient dire qu'elle lui demande, en fait, c'est un déplacement d'une demande, c'est pour ça qu'il a de l'espace. Elle dit pas je veux de l'amour, elle dit pas je veux ton sexe, non. En fait, c'est autre chose, tu vois, par exemple, où elle pourrait dire j'aime l'argent ou j'aime la bouffe, mais c'est bien, elle dit je suis gourmande. Et donc elle situe son désir au-delà de lui. Voilà. Et je pense que ça lui donne de l'espace à lui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas directement sur lui en train de lui demander à lui quelque chose. Voilà. Elle ne fait pas pression. Elle met son désir hors de lui, en quelque sorte. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il n'est pas convoqué directement dans cette affaire. Et ça lui laisse du champ. Hein, parce que il dit, mais qu'est-ce qu'elle veut ? Quoi ? Vous voyez quoi ? Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là ? Oui, c'est pour ça que vous avez raison de dire qu'il est repris par voilà, par un désir qui finalement est au-delà de lui. Mais c'est ça, le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Voilà. C'est le désir de l'autre. Exactement. Et là, il peut se raccrocher à quelque chose. Absolument. Oui, parce qu'elle tomberait amoureuse, ça serait une autre affaire. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est maline. Enfin, elle dit pas. Mais elle ne peut plus le lâcher. Oui, mais voilà. Lui non plus, d'ailleurs. D'accord. Oui, mais elle termine. Ok, ben c'est bien. Mais ça se raccroche, mais c'est intéressant, ça se raccroche de ce côté-là. Oui, c'est intéressant. Ça m'a intéressé en plus de terminer de façon, bien au sens où ça y est, ils sont couple, ils partent, on ne sait pas où. C'est-à-dire quand même, on débouche sur un couple. Ouais.
Et j'ai toujours trouvé que, bon, la fameuse phrase de Gilles, avec des bons sentiments qu'on fait de la littérature, ça, mais je vous soumets quand même le problème, c'est pas si simple. Le bonheur est aussi difficile à encaisser que la souffrance. Donc, je vois pas pourquoi ce serait pas un objet littéraire. C'est absolument mais c'est tout à fait le cas. Mais bien sûr, mais je évidemment. crois que vous le savez, ô combien. C'est vraiment, tout va bien, je vois pas pourquoi je viens vous voir, tout va bien, sauf que je fais des cauchemars toutes les nuits. Voilà. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que depuis que j'ai tout pour être heureux ou heureuse, ça déconne complètement, quoi. C'est ça, oui, bien sûr. Ben oui. Voilà. Bon, merci Jean-Philippe. Merci beaucoup. Alors, je crois que il y a une possibilité d'acheter ton livre. Oui, c'est l'éditeur m'a demandé d'apporter des livres, voilà. J'ai réduction d'auteur, donc on est payé à prix d'auteur. Et dédicace, et un envoi, tu fais un envoi. Voilà. Dédicace. Si vous voulez.